préhistoire reste une discipline qui souffre d'un fort imaginaire populaire qui a été véhiculé par un certain nombre de films, de bandes dessinées, comme ça, qui se sont cristallisés dans les esprits. Ce qui fait que, et puis en plus, on étudie la préhistoire un petit peu à l'école primaire, un petit peu au collège, mais on passe très rapidement dessus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au-delà de tous les films documentaires qu'on peut regarder à la télévision, eh bien, il y a toujours quand même un certain nombre de clichés qui sont véhiculés, une fantasmagorie qui colle à la préhistoire. Et du coup, je me suis dit qu'il était temps, à un moment donné, de casser un certain nombre d'idées reçues et de redonner à la préhistoire toute sa réalité, de faire de la préhistoire une matière vivante. Par exemple, on désigne nos ancêtres comme les hommes des cavernes. Déjà, on occulte la femme, hein, pourquoi pas les femmes et les hommes des cavernes, mais surtout, c'est une idée complètement fausse, comme si nos ancêtres avaient vécu au fond des grottes comme des hommes ou des femmes taupes. Est-ce que vous vous imaginez une seule seconde aller voir un agent immobilier aujourd'hui, lui dire j'ai envie d'un petit appartement très sombre, très humide, en rez-de-chaussée, loin des commerces? Bien non, à l'époque, c'était la même chose. On avait besoin de vivre à l'extérieur, proche du soleil pour bénéficier de la chaleur le plus longtemps possible, de la lumière, et on s'adaptait surtout au paysage. Là où il y avait des grottes ou des abris sous roches, eh bien, on pouvait loger sous de vastes porches, comme ici par exemple en Périgord. Mais si vous allez sur le site de la Folie près de Poitiers, eh bien là on trouve des abris en plein air. Dans le sud de la France, à Terra Amata, à côté de Nice, on a retrouvé des tentes qui ont près de 400 000 ans, avec des traces de foyer, les premiers feux. Donc l'habitat était très diversifié. Parmi les autres idées reçues, par exemple, on s'imagine, je ne sais pas moi, que l'homme préhistorique, et en l'occurrence les premiers Homo sapiens, auraient été les premiers à parler. Comme si nous, les Homo sapiens, détenions ce monopole d'être les plus grands tribuns de l'histoire de l'humanité. On s'aperçoit aujourd'hui, grâce à la paléogénétique, grâce à la paléontologie, que d'autres hommes avant nous, depuis les Australopithèques, j'ai envie de dire, à partir du moment où l'homme s'est dressé sur ses deux jambes et que l'appareil phonatoire s'est mis en place, eh bien, les premières formes de langage ont pu voir le jour. Et Néandertal, par exemple, sans aucun doute, avait cette aptitude au langage, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il était détenteur d'un gène qu'on appelle le gène FOXP2, qui autorise le langage. Et si on se fie à ses sépultures, si on se fie à la manière dont Néandertal vivait, tout laisse à penser que c'était un grand chasseur, par exemple. Eh bien, tout laisse à penser qu'il avait une pensée très structurée. Il n'y a pas de pensée structurée sans langage. On a retrouvé des grottes en Espagne avec des magnifiques peintures datées aux environs de 64 000, 65 000 ans. Il y a 65 000 ans, eh bien, en Espagne, Homo sapiens n'y habitait pas encore. C'était Néandertal. Donc tout laisse à penser que Néandertal avait peut-être lui aussi, avant même Homo sapiens, s'était initié à l'art préhistorique. Alors il y a des controverses parmi les préhistoriens, surtout en termes de datation. On se demande si le procédé de datation qui a permis de dater ces peintures espagnoles sont les bons. Donc du coup, il y a tout un nouveau protocole de datation qui est en place pour confirmer le fait que Néandertal aurait été, en fin de compte, le premier peintre avant Homo sapiens. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, la préhistoire est une des sciences qui avance le plus vite de manière absolument phénoménale et révolutionnaire depuis une quinzaine d'années. Ce qui a complètement bousculé les certitudes, c'est la paléogénétique. Cette possibilité aujourd'hui qu'ont les scientifiques d'étudier l'ADN ancien. Et cet ADN ancien, il raconte énormément de choses. Déjà, que l'humanité dont nous sommes issus était une humanité plurielle, mosaïque. Il y a encore 40 000 ans, sur cette planète, nous cohabitions, nous les Homo sapiens, avec des Néandertaliens. Les Néandertaliens ont cohabité avec les Homo sapiens et avec l'homme de Denisova, un petit peu plus vieux. Donc cette mosaïque humaine, on a tendance à l'oublier et nous en sommes les ultimes survivants. C'est ce que nous raconte la paléogénétique, puisque nous savons qu'aujourd'hui, nous avons grosso modo 2,5% de gènes néandertaliens qui coulent en nous. La paléogénétique permet aussi aujourd'hui de retracer les migrations, comment la planète a été conquise d'une certaine manière par l'homme moderne. On arrive à remonter très très loin et surtout à savoir d'où vient le berceau de l'humanité.
Il y avait beaucoup de controverses là-dessus. Est-ce que l'homme était vraiment d'origine africaine ou est-ce que l'homme moderne serait apparu de manière multirégionale un peu partout dans le monde? Eh bien, si on se fie vraiment aux études, je dirais, moléculaires, incontestablement, notre berceau, c'est l'Afrique. Et j'aime à rappeler que nous avions tous la peau noire il y a encore 10 000 ans. C'est un peu le berceau de la préhistoire en France, mais plus que ça, c'est le berceau de la préhistoire internationale. C'est pas pour rien d'ailleurs que le musée national de la préhistoire s'est établi aux Zézis. C'est vraiment on est vraiment ici dans une terre où on entend l'écho de nos plus lointains ancêtres. Ils y ont vécu parce que sans aucun doute que les conditions étaient propices, avec cette vézère éternelle qui sillonne la vallée, avec sans aucun doute beaucoup de gibier, des abris à profusion, et c'est tout un chapitre de l'histoire de notre humanité qui s'écrit ici. Peut-être que la préhistoire nous rappelle aussi à nos souvenirs d'enfants, une magie, la magie de l'art pariétal, c'est toujours assez extraordinaire. Pour qui n'est jamais allé dans une grotte ornée, je les invite vraiment à y aller, parce que dès qu'on arrive dans ces... Certains les ont qualifiés de cathédrales, de chapelles sixtines de la préhistoire. Quand on arrive dans les facsimilés de Lascaux ou de Chauvet, c'est absolument extraordinaire de savoir qu'il y a 15-20 000 ans, des hommes se sont introduits dans l'obscurité des grottes et y ont laissé comme ça ces empreintes éternelles. Donc il y a une forme de magie, de fascination, et puis ça renvoie aussi à ce que nous avons été, et ça pose la question de savoir ce que nous allons devenir. La préhistoire nous interroge sur ce que nous allons devenir, et sur les leçons sans doute à tirer aussi de notre rapport à la nature. Étudier la préhistoire, c'est voir comment l'homme a cohabité avec la nature, comment il a su apprivoiser la nature sans la dompter véritablement et sans la dominer, et combien tout ça a formidablement bien marché. Si on s'en tient par exemple à Néandertal, il a vécu pendant plus de 300 000 ans. Donc ça renvoie aussi à nos propres questionnements contemporains lorsqu'on vit des périodes aussi difficiles, aussi bien sur le plan sanitaire qu'au niveau environnemental. La période préhistorique a sans doute beaucoup à nous apprendre.